Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bon alors, comment ça va toi ? Écoute, ça va. Que te dire. Je me suis relancé là dans les, tu sais, Calliope, là, la certification de qualité d'organisme de formation. J'ai hésité à faire aussi. Moi, j'ai le NDA. Tu sais, le NDA, le numéro de déclaration d'activité pour la formation en kettlebell. Donc, c'est bien parce que tu peux faire des actes de formation. Mais après, c'est vrai que Calliope, il faut quelqu'un qui s'en occupe, tu vois, remplir les dossiers, etc., tout ça. Après, pour le passer, c'est pas tellement... Enfin, moi, j'ai trouvé une solution, c'est pas tellement compliqué, moi, je paye. Moi j'ai un organisme qui me fait ça, qui me demande 1 500 €. Je paye. Enfin, c'est quoi ? Tu as 1 500 € de frais, et je crois que c'est encore 1 000 ou 1 200 € en plus pour le Calliope. Donc, tu as ton Calliope pour un peu moins de 3 000 balles, quoi. Les les tarifs que j'ai vus, c'est dans les 1100, 1200 € pour l'audit initial. Tu as un premier audit pour être certifié, et après, tu as un audit numéro 2 qui est 6 mois après, je crois. Un audit, je ne sais plus comment ils appellent ça, intermédiaire ou un truc comme ça. Et là, pour le coup, c'est 500 €, je crois. Et là, ils vérifient que tu as bien appliqué ce que tu as promis de faire, quoi. Ouais, Donc, mais c'est du boulot. C'est intéressant, mais c'est intéressant si tu fais du volume, quoi. Tu vois, si ta formation, elle est en ligne et que tu fais du volume, ben c'est toujours pareil. Si tu as quelqu'un pour te traiter les dossiers, si tu as quelqu'un pour faire les trucs, ça va. Mais sinon, c'est ce que tu avais dit, c'est chronophage, quoi. C'est clair. Là, je me motive dans 2 optiques. La première, c'est... Alors, en fait, à l'époque, quand j'avais voulu le faire, j'avais voulu que mon accompagnement phare il soit éligible, mais en fait, mon accompagnement phare, il est trop personnalisable, trop individualisé pour être conforme à Calliope, parce que Calliope, du coup, les gens doivent rentrer dans le e-learning, arriver à des heures précises, repartir à des heures précises, doivent tout consommer. Je sais plus, à l'époque, on n'était pas passé par le CPF tous les deux, mais genre, à l'époque, comment ? Avec le CPF, pour avoir le Calliope, je crois que tu es obligé. Enfin, pour passer par le CPF, tu es obligé d'avoir le Calliope. Après, c'est le bon plan, hein, tu sais. Les gars, tu as une plateforme de e-learning, les gars, ils viennent, ils repartent, il y a tout qui est automatisé. Tu as juste à dormir et vérifier peut-être un petit peu de temps en temps, voir s'il n'y a pas de couac ni rien. Mais une fois que tu as ça, une fois que c'est bien rodé, il y a du potentiel. Après, moi, je sais pas. Toi, tu as peut-être les compétences, tu vois, pour faire ça, mais il va falloir... En fait, à l'époque, moi, j'étais CPF quand c'était encore le Datadoc. Donc là, le Datadoc, c'était beaucoup plus facile à faire. Mais là, Calliope, c'est effectivement beaucoup plus costaud. Et à l'époque, en fait, quand j'ai voulu le faire, Calliope, déjà, ça n'arrêtait pas de changer. La loi, elle n'arrêtait pas de changer. Donc, ça me saoulait, en fait, de me dire, je vais passer des heures et de l'énergie dans un truc qui, dans 6 mois, sera peut-être plus valable. Alors que là, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ça s'est un peu stabilisé. Et qu'est-ce que je dirais ? Puis à l'époque, j'étais en train d'investir en IMO, on était sur plein de projets. En plus, j'étais un peu épuisé, machin. Je sais que c'était pas le bon moment. Là, j'ai quand même plus... je peux le faire de façon plus sereine quand même. Donc c'est cool. Et après, pour te répondre, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est-à-dire les mecs qui font ton petit e-learning, tu vois, avec le CPF. Et derrière, tu les amènes vers un truc un peu plus complet, quoi. Parce que moi, à l'époque, je m'étais dit, tout mon accompagnement doit être CPF. Alors qu'en fait, non, c'est pourri, quoi. C'est pas que c'est pourri, c'est que c'est pas aussi qualitatif que quand on fait de la visio et c'est pas aussi individualisé et personnalisé, quoi. Donc, comme avis, c'est possible de le faire, mais sur 2 plans, quoi. Tu fais un petit produit qui est CPF, qui est Pôle emploi, qui est machin, qui est une porte d'entrée vers un programme un peu plus costaud de formation, quoi. Ouais. Toi, tu mettrais à combien un produit d'entrée comme ça ? En fait, il faut que je suis en train de faire une petite étude je suis en train de faire une petite étude de marché pour voir concrètement à peu près c'est quoi le budget des gens sur le CPF. Moi, à l'époque, je me souviens qu'ils avaient dans les 1 000, 1 500 € de budget max.
Donc, de toute façon, ça correspond pas à un accompagnement hyper costaud, quoi. 1 500 €, c'est plus une formation d'entrée. Donc, je sais pas. Écoute, à voir. J'ai pas encore fait les calculs, honnêtement. Après, si tu as le volume, hein, si c'est 1 500 € allez, chaque fois que tu as le volume et que et que c'est qualitatif et que c'est bien huilé, ça en fait de l'argent quand même. Hein. Après, tout dépend de tes prétentions, hein, mais ça fait de la thune quand même. Hein. Ah non, à l'époque, ça avait fait un bon chiffre d'affaires. Après, le truc, c'est toute la charge administrative que ça demande pour chaque dossier, sachant que tu as des audits intermédiaires tous les 6 mois. En fait, tous les 6 mois, le mec vérifie que pour chaque apprenant que tu as fait rentrer dans ton organisme, que tu as bien fait toute la paperasse. Là, j'en suis à 65 pages de paperasse en tout. Donc, tu vois, ça fait une bonne charge de trucs à faire. Non, pas pour une personne, mais globalement, je pense que pour une personne, tu as quand même 10-15 papiers à fournir entre le avant, le pendant, le après. Je crois même que 6 mois après, il faut revenir encore poser des questions, voir si les gens ils sont contents 6 mois après de ta formation. C'est un truc assez... Non, c'est une charge... là où tu as raison, c'est que c'est une charge administrative hyper lourde. Donc, je vais voir, écoute, je vais tester. Et en fait, le deuxième objectif, c'est surtout que j'aimerais bien aller cibler des plus grosses marques à terme, et les grosses boîtes, les acheteurs, les gens qui achètent des formations, ils regardent beaucoup si ton organisme il est certifié ou pas. Voilà, c'est un peu ça aussi le projet. Salut Kevin, on a commencé à discuter du coup. Ouais, vous avez bien fait. Ouais. T'es sur le dossier Calliope là en ce moment. Ouais, un beau pavé, ouais. Un beau pavé bien français. Une belle barrière à l'entrée. Salut Pierre-Antoine. Salut, ça va? Ouais, ça va. C'était toujours l'administratif, c'est toujours un frein. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis ici, tu vois. Parce qu'ici en Guyane, je ne vais pas te dire, c'est obligatoire aussi, tu vois. Mais il y a tellement de moyens, tu sais, un petit peu de défiscaliser. Tu sais, il y a une fiscalité qui est un peu plus intéressante. Il y a quand même moins de barrières, tu vois. Ici, en France, en métropole, tu as vraiment l'impression que voilà, tout est autorisé, mais rien n'est possible, tu vois. Ou alors l'inverse, tu sais. Ouais. Donc voilà. Bon, et vous, comment ça va? Qu'est-ce qui vous amène de faire la dernière fois? Ouais, là, je sors d'un tournage. Donc, j'ai pas mal bugué, c'était éprouvant. Mais je m'en suis sorti et j'ai réussi à tenir un petit peu les délais. Donc, je suis satisfait. En ce moment, c'est le rush parce qu'on est en train d'acheter une maison. Donc, entre la banque, le notaire, les vendeurs, c'est pareil, un petit casse-tête administratif quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de documents à fournir. Maintenant, je sais qu'avec Annelle, on est quand même bien méticuleux en ce qui concerne la paperasse. Donc on s'en sort, quoi. Mais voilà, c'est le sport. En même temps, je dois gérer donc forcément mon business en ligne. Et donc, c'est vrai que là, quand j'entends parler de 65 pages à réaliser, il t'en reste combien, du coup, je ne sais pas, mais tu vois, ça me fait des nœuds sur le dos déjà. C'est Et clair. pour le coup, on voit qu'il y a l'intelligence artificielle. Et est-ce que tu arrives maintenant avec les IA à automatiser vraiment les tâches que tu faisais avant? Il y a même, par exemple, tu vois, sur des documents à remplir avec des petites cases, des petites croix, est-ce qu'on peut arriver à le faire maintenant avec les IA? Est-ce que c'est performant? Est-ce que ça reconnaît bien toutes les cases? Est-ce que ça ne te note pas des trucs à l'envers, tu vois? Parce qu'au vu de la rigueur administrative et des gens, quand tu coches pas la bonne case, ils te renvoient le papier et ça te renvoie 3 semaines en arrière, tu vois, et que tu dois refaire la queue à ton machin, là, c'est insupportable. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est ça le truc. Ou est-ce que vous arrivez à les paramétrer, vous qui êtes un peu plus geek que moi, quoi? Cocher des cases, je sais pas, mais par contre, c'est plus pour la rédaction de textes à la con, tu vois, purement administratif. Là, tu vois, les 65 pages, clairement, là, l'IA, elle aide beaucoup. Et je me suis paramétré un GPT où j'ai mis tous les docs,
relatifs à mes formations, etc., etc. Et du coup, le GPT, il me rédige les textes avec toutes les infos que je lui ai données auparavant. Donc là, c'est super bien. Mais c'est plus, je trouve, c'est utile pour les textes administratifs qui sont chiants à rédiger. Tu vois, je pense, Kevin, pour tes trucs typiquement, tu vois, le notaire à l'époque, moi, j'avais pas de ChatGPT, mais je suis sûr que là, tu lui mets l'acte de vente. Je sais que le notaire, nous, il avait fait des erreurs. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu mets un acte notarié dans ChatGPT, je suis sûr qu'il te dit s'il y a une erreur, tu vois, ou un truc. Je suis sûr que, d'ailleurs, le notaire, est-ce que c'est pas à terme, je suis sûr qu'ils utilisent eux-mêmes ChatGPT. Après, il y a des logiques de confidentialité, je pense, mais ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est que ils font le boulot de ChatGPT, c'est du travail de lecture, c'est de la synthèse et c'est de la rédaction. Donc au final, ces trois choses sont faites par ChatGPT maintenant. Donc alors c'est pas précis forcément hein, vu que c'est nouveau. Par exemple, pour rédiger une offre d'achat, si tu veux être sûr de préserver le maximum d'intérêt, il faut que tu mettes toi-même les astérix, tu vois, parce que tu as beau définir totalement ta situation, et donc ça, tu parlais d'envoyer des documents, donc c'est ce que tu as fait par rapport à ton entreprise, tu as partagé tous tes documents à ChatGPT, donc elle a une vision, elle, plutôt claire de ton entreprise, euh, mais il y a des détails qu'elle va pas retrouver, et c'est là où il faut être vigilant. Donc, on va dire que ChatGPT et l'intelligence artificielle, pour l'instant, déblayent au max. Et une fois que tu maîtrises juste ce volet-là, tu es tranquille et c'est vraiment c'est un atout majeur dans notre business. Là. C'est un truc que je pourrais pas m'en passer. Tous les jours, comme tu disais dans ta conférence, François, tous les jours, on utilise ChatGPT. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 10 ans et je pense qu'on peut peut-être imaginer, et je te laisse peut-être la parole François, euh, selon toi, quelles seraient donc dans 10 ans les capacités de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle ferait de plus qu'elle fait aujourd'hui? Ouais, et pour juste répondre, rebondir avant, je dirais juste que moi, je lui fais relire ses propres documents plusieurs fois à ChatGPT. Tu sais, tous les trucs qu'il génère, en fait, après, je le mets en sort en PDF et je lui redonne. Je les remodifie, je les redonne, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, lui-même, il se rend compte des conneries qu'il fait, c'est ça qui est assez drôle. Dans 10 ans, là, je sais que j'ai vu que OpenAI, il sortait un truc de une intelligence artificielle de génération de vidéos, où là, carrément, alors t'en as qui existent hein, déjà, mais c'est plus des vidéos d'illustration, quoi. Tu vas clairement pas faire ton Instagram avec ça hein, pour l'instant, mais rien que pour du coaching en ligne ou de la formation en ligne, si tu as envie d'illustrer un texte avec une vidéo, tu vas avoir des trucs d'ici 10 ans qui seront hyper, hyper sympas, quoi. Je pense qu'après, tu as la capacité, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que si tu lui donnes un fichier, donc il faut le découper. Moi, je le découpe en 3-4 pages. Je lui donne 3-4 pages par 3-4 pages max. Je pense que d'ici 10 ans, ça va être fou. Je sais pas, les vagues, ta question, je sais pas. Enfin, les vagues, il y a tellement de réponses possibles. Ouais, peut-être un truc de 100 pages, je sais pas. Ou alors peut-être même, tu auras des lunettes intégrées avec de l'IA intégrée. Tu sais, les lunettes Google, là, je crois qu'ils en avaient sorti en prototype. Ou les casques, tu sais, les casques Apple, là, où tu lis. Je suis sûr que tu pourras lire un truc et que tu auras automatiquement une IA derrière qui enregistrera ce que tu es en train de lire et te l'interprétera et te le simplifiera. Ce qui fait que limite, tu n'auras presque pas besoin d'apprendre une nouvelle langue puisque tu pourras presque le lire. Je pense qu'il y a des trucs comme ça qui vont voir le jour. Ça va être super intéressant. Hein. Après, je vous retourne la question. Du coup, dans le milieu du sport, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quoi le truc dans 10 ans de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça pourrait apporter de fou, quoi? Ok, j'y vais. Alors, est-ce qu'on parle de digital ou est-ce qu'on va un peu plus loin avec, par exemple, des robots, tu vois, qui peuvent genre, potentiellement faire de l'instruction aussi. Tu vois, parce que quand tu vois ce qui se fait actuellement, quand tu vois le robot domestique là, de Musk, et c'est 2025, là, c'est maintenant, tu vois. Donc d'ici, au vu que le truc, c'est exponentiel quand même, donc tu peux pas imaginer la chose de manière linéaire, tu vois. Tu peux pas dire avec ce qu'on a vu avant, puisque les progrès, c'est, tu vois, ChatGPT de 2020, 2021, 2022, c'est parti par là, quelque chose comme ça.
c'est 2022. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois les progrès qu'il y a déjà. Est-ce que finalement, tu vas pas te retrouver avec des instructeurs fitness robotisés, tu vois? Non, mais peut-être que je pars dans un délire, mais au vu de ce qui se passe maintenant, tu vois, sachant que même pour la relation client, tu vois, je sais pas si c'était pas sur les docteurs. Il avait dit par exemple que dans la relation, si tu savais pas si c'était un être humain ou une machine, il y a que la machine avait paru plus empathique aux gens que l'être humain, tu vois. Donc, à un moment, ChatGPT, on sait très bien que tu peux lui raconter ce que tu veux, tu peux lui faire. Non, tu peux parler avec lui. Donc, l'interface relation humaine, je te comprends, tu me comprends, j'adapte mon langage, j'adapte à ton type de personnalité, en fait, c'est plus un problème, quoi. Donc, après, il restera juste la partie physique. Et là, c'est où est-ce que ça s'arrête, tu vois? Est-ce que tu auras des meilleurs amis robots ou alors des petites amies robots, tu vois? Tu peux pas savoir. Et dans le milieu du sport, écoute, je sais pas, hein. Voilà, c'est l'inconnu. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vois, alors, je pense que dans un premier temps, ça sera peut-être les basses besognes, tu vois, un mec qui fait la plonge ou un gars qui, je sais pas, qui coupe les pommes de terre, tu vois. Ça pourrait avoir des tâches basiques, mais au fur et à mesure, où est-ce que ça va arriver? Moi, je sais pas. Voilà. Ouais, il y avait un épisode de South Park qui se projetait 30, 40 ans dans le futur et, euh, et qui mettait en exergue justement les capacités de l'intelligence artificielle à travers la robotique, etc. Et qui montrait aussi les défauts de ce process. En fait, ils étaient en pénurie de tout ce qui est bricoleur, manutentionnaire, etc. Plus personne savait réparer une ampoule, par exemple. Euh, et en cas de panne d'électricité, euh, tu voyais les petits bricoleurs, les petits menuisiers, les petits artisans, en fait, qui roulaient en gros 4x4, qui étaient blindés, en fait. C'était les rois du pétrole. Non, mais c'est une vraie question, tu vois, même sur les métiers manuels, c'est au vu, bon, est-ce que tu prends le pari que coder et faire de l'informatique, maintenant, tu as déjà des IA qui codent mieux que les humains et qui créent leurs propres pilotes, leurs propres programmes, voire même des IA qui créent des propres IA. Enfin, ça existe déjà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parier que, c'est la robotique, ok, mais les IA qui créent il y a même des IA qui créent de l'art, tu vois. Il y a une œuvre d'art qui a été achetée, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc l'idée qu'au final, c'est peut-être le manuel, tu sais. Il y a une certaine ironie du sort, tu vois. C'est parce qu'il y a 20 ans, si tu faisais pas des maths à l'école, tu étais nul, tu vois. Alors que maintenant, c'est les mêmes qui ont programmé les IA, ce sera peut-être ceux qui seront au chômage, tu vois. Donc il y a une petite ironie, tu sais, de ceux qui se sont moqués un petit peu, tu vois. Maintenant, faire du bricolage. Et alors chez moi en Guyane, il y a pratiquement tout le monde qui bricole, tu vois, qui sait changer une roue, qui sait se servir d'une perceuse, tu vois. Mais moi-même, avant de venir ici, je savais rien faire, quoi. À la fin, c'est toi qui bricoles dans ton local, c'est toi qui montes les meubles, c'est toi qui perces les murs, c'est toi qui changes la roue de ta voiture. Est-ce qu'on peut pas parier que ça, ce sera un nouveau skill? Ce sera le nouveau skill à la mode. Tu vois, tu peux pas savoir, hein. C'est clair. C'est clair. De toute façon, le but, je pense, quand tu développes des compétences, c'est d'être le plus irremplaçable possible. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'est des trucs à anticiper, quoi. De se dire, bon, je me forme sur ce sujet, mais en fait, est-ce que dans 5-10 ans, ce sujet-là, finalement, je ne serai pas remplacé? C'est là où, d'ailleurs, alors, je ne sais plus dans quelle formation j'entendais ça, mais bon, c'est quand même un truc que j'ai vu beaucoup dans les formations d'entrepreneuriat et business. Ils te disent toujours de pas faire juste un métier opérationnel, de pas être juste un prestataire, tu vois, de pas juste être un coach qui applique bêtement un programme ou d'être bêtement un community manager, par exemple. C'est pas bête d'être community manager, mais
Disons que à l'époque, ça avait de la valeur de publier pour un entrepreneur, ça avait de la valeur de créer des visuels. Enfin, c'est tout des trucs c'est des fonctions support et à terme, elles sont amenées à être remplacées. Et du coup, il faut toujours réussir à se positionner encore un peu au-dessus et d'être plutôt dans le conseil, dans la stratégie, parce que ça, pour le coup, trouver une IA qui est capable de bien conseiller quelqu'un sur de la stratégie, je veux dire, d'ici à ce qu'un coach sportif soit remplacé par une IA, il y a quand même de la marge. Je pense que voilà, un coach sportif qui applique bêtement un programme, bah aujourd'hui, oui, un programme, tu peux te le faire avec ChatGPT, tu peux avoir ChatGPT qui te conseille. Voilà, j'ai testé un peu, challengé un peu ChatGPT sur, je t'en avais parlé, Kevin, sur la complémentation alimentaire. Je lui envoie toutes les étiquettes de compléments alimentaires, je lui demande de comparer, je fais mes benchmarks avec, je compare tel ou tel complément, et en fait, à force, il sait tous les compléments que je prends, et il me dit, bah, il manque ça, il manque telle vitamine, il manque tel truc. Bon, voilà, après, ça demande d'être vérifié par des experts, et puis, encore une fois, c'est un truc de professionnel, mais je pense que globalement, si tu arrives à développer des compétences qui sont stratégiques et où tu es vraiment au-dessus du truc, tu es plus difficilement remplaçable que si tu as juste une fonction support. Comme, ouais, bah voilà, tu en parlais. Par exemple, le montage vidéo, c'est clair et net aujourd'hui, ça a encore de la valeur, mais dans 10 ans, je suis pas sûr que c'est un métier qui a encore totalement de la valeur. Alors que quelqu'un qui va être capable de conseiller sur le montage vidéo en disant je vais vous former, je vais vous montrer comment filmer et monter comme Tarantino ou comme je sais pas qui, là, pour le coup, tu vas être difficilement remplaçable si tu es sur un créneau comme ça. En fait, c'est la vision globale qui va être qui va primer sur tout le reste, parce que tout sera rendu possible assez facilement. Tu vois, mais même par exemple, un mec qui est un super communicant. Bah, aujourd'hui, la dernière fois, je voyais une vidéo passer. Alors, ouais, tu es un super communicant, mais aujourd'hui, tu peux entraîner une IA avec ta voix, et bientôt, tu pourras entraîner une IA avec ta vidéo. Tu vois, tu mettras ta tête, c'est toi qui parleras. Et bah, tu pourras être éloquent, tu pourras bien t'exprimer, tu pourras machin. Et imagine-toi que tu as un business en ligne comme ça. Il y a même maintenant, alors, je sais pas si on peut dire ça, tu vois, mais tu as même des OnlyFans, c'est même pas des vraies filles, tu vois. On est dans cette ère-là maintenant, tu vois. Donc, est-ce que celui qui communique bien, celui qui parle bien, celui qui passe bien à la caméra, est-ce que même ça, qui a énormément de valeur aujourd'hui, parce que bah, tu es dans une économie quand même, que générer de l'attention en ce moment, bah, c'est ce qui faisait de l'argent, bah, là, du moins les 10 dernières années. Est-ce qu'avec ça, là, tu vas arriver à autre chose, tu vois? Et est-ce que c'est pas la vue stratégique, la vue d'ensemble qui va primer réellement, tu vois, sur la tactique ou sur la petite compétence, c'est à voir, hein. C'est à voir réellement. Ouais. Pour en revenir ouais, au sujet du est-ce que l'IA va remplacer le coach? Je crois que c'est toi, François, qui disait ça. Ou s'il y aura plus besoin de coach parce qu'il y aura l'IA, etc. C'est vrai que bah, le fait que tout le monde soit porté vers le numérique, bah, forcément, ça fait des mecs moins robustes. Euh, Tu parlais d'OnlyFans, bon bah, je te laisse imaginer le mindset des mecs qui consomment ce genre de choses. Des mecs moins rustiques. Et donc, il y aura toujours besoin de gars comme nous, donc on va dire les masters rustiques, tu vois, alors les coachs sportifs, pour driver ces personnes-là, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis niché sur le marché des développeurs, parce que bien qu'ils soient pas tous comme ça, hein, c'est un énorme cliché, mais tu vois, il n'y a pas des clichés pour rien. C'est vrai que les mecs, ils sont maxi sédentaires, ils passent des heures dans des positions inconfortables. Moi-même, je souffre de ce genre de choses, étant donné que je fais du coaching en ligne, toi aussi, Pierre-Antoine, tu en fais, donc toi aussi, tu dois passer des heures devant ton écran, que ce soit ton portable ou ton ordi. Et, euh, et c'est vrai que bah, il n'y a pas de mobilité, c'est la sédentarité. Ça, bah, je pense que il y aura toujours besoin d'acteurs comme nous pour résoudre ces problèmes-là, puisque voilà, c'est le début en fait de la sédentarité, c'est le début de l'ubérisation, etc. Quand tu restes chez toi,
tu peux faire tes courses de chez toi, tu te fais livrer, il y a des mecs qui marchent pas du tout, quoi, de la journée, à part de leur appart. Et moi-même, hein, parfois, je me rends compte que, enfin, maintenant que j'ai mis en place ce système de balade, donc je marche à peu près 10 000 pas par jour. J'ai Ouais, commencé c'est la par mode 5 en ce 000. moment. Ouais, les pas, c'est la mode, mais tout simplement parce que c'est de l'activité physique qui ne fatigue pas. Donc, Hmm. si t'es pas fatigué par ton activité physique, bah, t'as pas plus faim que ça. Euh, J'aime bien dire que la fatigue est l'ennemi du progrès. Donc, si t'as pas plus faim que ça, bah, tu manges pas plus et donc tu maintiens plus longtemps Ouais. ton, ton régime alimentaire. Et plutôt que de faire un hit, tu sais, ou faire des cardio training là Ouais, qui c'est vont ça, ouais. dépenser des calories, c'est sûr. Mais par Ouais. contre, ça va te donner la dalle. Et du coup, le bilan, à la fin de la journée, tu es en surplus calorique. Donc, C'est c'est, c'est- c'est ce truc-là, tu vois. Parce que moi, en ce moment, avec le club, là, je fais beaucoup de perte de poids, de recomposition corporelle, etc. Et ce que j'expliquais aux gens, c'est qu'en fait, l'activité sportive que tu fais dans la journée, même si tu fais la séance de HIIT la plus dégueulasse, tu vois, que tu finis à plat ventre, très sincèrement, ça augmente pas le total de calories brûlées de ouf, quoi. Tu vas faire ça 20 minutes. Allez. Imagine-toi qu'en 20 minutes, supposons que tu brûles 350 calories. C'est pas le cas, hein, mais ça reste 350 calories, tu vois. C'est un donut, quoi. C'est un Mars, c'est un Lion, c'est un Bounty, tu vois. Donc, c'est pas énorme. Et en plus, bah, enfin, comme tu l'as très bien dit, bah, ça te fatigue. Les séances cardio longues, genre de 1 heure, 1 heure et demie, alors c'est la mode, la zone 2 en ce moment, mais enfin, pour le commun des mortels, c'est un truc qui fatigue, tu vois. Et les gens, ils ont du mal à saisir que tu peux arriver à brûler bah, sur la journée, tu fais 10 000 pas par jour, bah, tu as brûlé, je sais pas, tu as brûlé 500 calories. 600 calories, tu vois, si j'étais un petit peu lourd, c'était un petit peu actif. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'au final, la fatigue, c'est contre-productif, tu vois. Mais que ce soit pour tout, hein, que ce soit pour la force, que ce soit pour le cardio, que ce soit pour les sédentaires, que ce soit pour les athlètes, c'est une des grandes arnaques. C'est genre, au plus tu vas t'entraîner, au plus tu vas y aller dur et au plus tu vas progresser. Ça, ouais, c'est c'est le le. syndrome Sambuku. Ouais, Toujours ouais, plus, voilà. toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Ouais, mais sauf qu'on n'est pas on n'est pas des Saiyans et on n'est pas une race de combattants venus de l'espace, tu vois. On est des êtres humains et les êtres humains, ça a besoin de se reposer. Donc, ouais. Mais ouais, Tu tiens pas, ce rythme-là, tu ne tiens pas sur le long terme, de toute façon. Parce que ce qui va t'arrêter, c'est la blessure. C'est sûr. C'est sûr. Parce que le corps, il peut pas s'adapter à des traumatismes permanents. Euh, tu sais que toi, François, qui fais du crossfit, Pierre-Antoine, tu connais, Mm. les mecs, ils sollicitent leurs articulations dans 3 dimensions sur des volumes d'entraînement qui changent en permanence. Et, euh, et donc, la plupart n'ont pas les prérequis. Je pense que ça dépend des box, ça dépend des coachs, ça dépend de la fréquentation, tu vois, ça dépend de l'affluence, des clubs. Je parle pour toi, Pierre-Antoine, tu connais bien. François, pareil. Si tu viens, il y a 2 pratiquants, évidemment que là, le coach, il va être aux petits soins, il va pouvoir faire attention à toi, tes petites articulations. Bon, si vous êtes 10, bon, il n'aura pas le temps, il ne pourra pas, sauf s'il t'aime beaucoup. Et là, ok, tiens, il aura un regard particulier sur toi, mais ça, tu tiens pas sur le long terme. Alors que bah, la marche, il y a pas, il y a plus, il y a pas, c'est pas traumatisant. Tu traumatises. On est des marcheurs en fait. On est fait pour marcher. Mm. Donc, donc c'est vrai que c'est la grande tendance en ce moment, mais pour moi, ça dépasse la tendance. Je pense que il n'y a pas plus sain que cette pratique. Et je veux juste rappeler une anecdote qui va vous faire rire. François, tu la connais déjà. J'ai discuté avec un ancien 80 ans. Le mec était super fit, tu vois. Et puis alors, il s'exprimait bien. Et je lui demande, je finis par lui demander d'où il tient bah,
tout simplement sa shape, pourquoi il est aussi fit, etc. Je lui demande s'il a été sportif et s'il fait toujours du sport, parce qu'on connaît Alain Gustave, là, c'est un influenceur français ou suisse qui tractionne à 80 ans, le mec. Et en fait, il finit par me dire que tous les matins, depuis qu'il a 7-10 ans, il va chercher sa baguette à la boulangerie du village d'à côté. Et la boulangerie du village d'à côté, elle est à 30 minutes de marche. Donc en fait, le mec tape 1 heure de marche le jour depuis 110 ans. Et il n'a pas fait d'autre sport que ça. Le mec a juste marché. D'ailleurs, les anciens, c'est la marche. Hein. Si tu regardes les anciens, c'était quoi leur sport? À l'époque, tu n'avais pas les salles de muscu, tu n'avais pas les programmes, tu n'avais pas 50 000 trucs. Alors oui, tu avais aussi les sports co, etc. Mais majoritairement, tu regardes les anciens, alors peut-être encore plus en campagne, mais leur sport, c'était quoi? C'était d'aller faire de la marche, quoi. Ou quand tu allais chasser, tu marchais, de toute façon, évidemment, vu les modes de transport de l'époque aussi, mais finalement, ils marchaient beaucoup plus que nous. De toute façon, plus tu remontes dans l'histoire, globalement, plus ils marchaient, plus tu as de la marche, quoi. Plus tu retrouves la marche à pied. Après, en termes d'activité totale, moi, je le vois ici, tu vois, parce que j'ai assez de points de comparaison maintenant. Ça fait à peu près, ça va faire 8 ans que j'entraîne ici. Et globalement, alors même si des gens avec les habitudes alimentaires et la nourriture industrielle, bon, ils sont un peu plus gras que en métropole, mais ils sont quand même globalement beaucoup plus athlétiques. Tu vois, moi, au club, j'ai des femmes. Hein. Alors, j'ai 90% de femmes. J'ai des femmes de 75 kilos, 77 kilos, 80 kilos qui font des tractions, tu vois. Et des vraies tractions. Alors, elles n'en font pas 15, mais elles en font 1 ou 2 et ça passe le menton, des pas arrêtés. Et c'est récurrent, tu vois. Et ils sont quand même beaucoup plus actifs parce que quoi, c'est dire parce que tu vas plus en forêt, tu vas te promener un peu plus dans la nature, même culturellement parlant, tu vois, il y a les gens souvent, la campagne chez moi, parce que tu sors, alors, c'est la ville spatiale, certes, mais ça reste la campagne quand tu sors de la ville. Et ils ont tous des carbets, donc ils travaillent sur leur terrain, et il y a énormément de personnes qui sont athlétiquement parlant, c'est la différence est flagrante. Moi, quand je reviens en métropole, des fois, je suis atterré, quoi. Tu vois, dire quand tu vois la condition physique des gens à Paris, je suis triste, tu vois. Je suis triste de voir ça parce que je me dis, un homme, tu vois, ça devrait être capable de faire au moins une traction, tu vois, au moins une traction et au moins 10 pompes. Et tu te rends compte que les gars, après 30 ans, c'est fini, quoi. Après 30 ans, moi, de ce que je vois, c'est vraiment très compliqué. Et c'est même, ça en vient au point, tu vois, que c'est même un problème de santé publique. Bien sûr. Tu vois. Et tu prends, vu qu'on se dirige vers à peu près la même chose qu'aux États-Unis avec 15 à 20 ans d'écart, tu vois le niveau, tu vois le niveau physique de l'Américain moyen et c'est là qu'on tend, tu vois. Ça fait peur, hein. Ça fait plus de 50% de la population obèse, même pas en surpoids, obèse. Ça veut dire que c'est plus proche de l'obésité morbide que du surpoids. Et c'est un vrai problème, hein. Et si je le vois, c'est déjà un problème ici, malgré le fait que les gens bougent un petit peu plus. Mais en métropole, c'est pire, puisque les gens sont moins actifs. Donc, je te dis, on a de plus en plus de boulot. Ah oui, non, mais on n'a pas fini de. Nous, on est bien. Je suis content à l'échelle d'une société. Non, c'est parce que tu as quand même envie que les gens ils soient en bonne santé. Tu as quand même envie d'avoir une société où les gens sont assez productifs, tu vois. Alors certes, ça fait du travail, mais c'est quand même, ça fait peur quand même, tu vois. Dire quand tu vois les gars, ils font pas 2000 pas par jour, mais sur 10 ans, tu vas être malade, c'est sûr. C'est de l'embourgeoisement, non? Est-ce que c'est pas de l'embourgeoisement dans le sens où
Si déjà tu as tous les moyens de transport, surtout quand tu es en plus tu parlais de Paris, mais en plus Paris du coup limite avoir la voiture c'est un problème, donc même la voiture, même pour marcher, enfin tu prends les transports ou tu prends la voiture de partout aujourd'hui, et globalement est-ce que tu as besoin de marcher maintenant il y a beaucoup de travail de bureau, et même vous en tant que coach sportif finalement qui normalement vous êtes sur le terrain, mine de rien on se dit c'est peut-être plus confortable d'être derrière un ordi à faire du coaching en ligne. Donc finalement, tu te retrouves quand même à être sédentaire alors que tu es coach sportif de par ton métier. Donc est-ce qu'on s'embourgeoise pas aussi par nos divertissements aussi, où maintenant tu as tout sur les écrans, tu n'as plus besoin de sortir pour aller au cinéma, tu as le cinéma chez toi, tu as tout qui est chez toi. Je sais plus qui parlait de ça, du fait qu'aujourd'hui, de toute façon, tout est fait pour que tu n'aies plus à bouger de chez toi. Tu peux te faire livrer à manger, tu peux te faire livrer tes courses, tu peux te faire livrer le restaurant, tu peux te faire tout, tu as tout à disposition. Donc, est-ce que c'est pas un méga embourgeoisement de notre société qui est responsable de ça, en fait? Ouais, c'est possible. Après, je rebondis sur ce que vous aviez dit dans le dernier podcast sur le Japon avec Cyril. Et on voit qu'au final, au Japon, donc les Japonais se sont embourgeoisés. Par contre, eux, ils sont restés fit. Parce que Cyril, je crois, disait que la culture du sport était très présente, malgré la culture de la fast-food cuisine aussi. Et que, alors lui, il a parlé de génétique. Moi, je pense plutôt que alors oui, c'est lié à la génétique, mais de par la pratique du sport, tu vois. Les mecs ont modifié, c'est de l'épigénétique en fait, ils ont modifié leur ADN à travers la pratique du sport quasi quotidienne. Je ne sais plus si c'était c'est lui qui parlait de ballots, de gros sacs pour aller partir au sport, baseball, crochet, ou je ne sais plus de quoi vous parlez, mais donc ils sont embourgeoisés, mais culturellement, ils ont gardé à l'esprit que le corps sain, c'est l'esprit sain, et donc les mecs font du sport. C'est culturel aussi, je pense beaucoup. Ça fait du sport en Guyane. Pour bondir sur le Japon aussi, c'est culturel, parce qu'au Japon, quand tu es trop gros, on te le fait savoir direct. Tu vois, il y a cette culture-là, il y a il y a un fat shaming de fou. Tu vois, au Japon, tu vois, le bring back fat shaming, eux. Mais il n'y a pas les sumo là-bas? Oui, mais en fait, le sumotori, oui. Mais justement, c'est le fantasme. C'est un fantasme, tu vois, c'est pas la même chose. Vu qu'ils n'ont pas le droit d'être gros, vu qu'ils n'ont pas le droit d'être gros, ils honorent. Ils ont promu un sport. C'est leur vache sacrée un peu. C'est une idée, mais les mecs, c'est des demi-dieux, tu vois. Mais et en plus, si on va, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Sanctuary, tu vois, qui est et l'histoire d'un jeune délinquant qui rentre par hasard dans l'univers du sumo, tu vois. Et tu vois le jeune délinquant éduqué à la culture américaine, tu vois, qui a laissé de côté l'aspect traditionnel japonais. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, il se transforme et il retourne vers les racines, il devient sumo, il abandonne la culture dégénérée, enfin, ce qu'ils considèrent eux comme la culture dégénérée américaine, et il revient dans le truc, tu vois. C'est assez. Mais tu vois qu'au Japon, il y a il y a encore cette alors, est-ce que c'est une bonne chose en tant que coach sportif? Moi, je ne peux pas te dire non plus que c'est bien que le fat shaming, c'est quelque chose de bien. Enfin, nous, dans notre société à nous, c'est pas possible. Tu ne te moques pas des gens, tu vois, pour qu'ils maigrissent. On est un petit peu plus. Après, après, peut-être, Pierre-Antoine, regarde, peut-être, excuse-moi, je te coupe, mais nous, entre mecs, on va pas se cacher, on est dans un groupe de potes. Il y en a un qui est un peu plus grassouillé que les autres. On va pas se mentir, on va lui faire savoir. Oui. C'est entre pas mecs. C'est pas une relation professionnelle. Écoute, ah oui, non. Je veux te dire, voilà, c'est pas une relation professionnelle. Ah, non. Après, il y a de toute façon, après, entre ce qu'on se dit
dans l'intimité, dans un groupe de potes, si tu prends 99% des groupes WhatsApp, si ça sort au grand public, tu vas retrouver de la misogynie, du fat shaming, tu vois, que des trucs qui sont interdits par la loi, tu vois. Je peux témoigner, Pierre-Antoine, parce que je me suis fait virer de mon école une semaine. Parce qu'à l'époque, on avait créé un groupe et on faisait des montages à la con sur des gens de la classe. Et puis, ça avait fini par fuiter. Donc, ça me fait marrer l'exemple que tu donnes. Ouais, mais après, c'est un exutoire. Et puis, de toute façon, il faut différencier aussi ce qui est dit dans le cadre privé, puis dans une consultation professionnelle faite pour aider quelqu'un. Après, c'est une vraie question de société, tu vois. Est-ce que tu acceptes une société avec ces... Parce que clairement, tu vois, une société avec 99% des gens obèses, c'est pas viable. Tu vois, c'est pas viable qui c'est qui assure la sécurité, qui c'est qui assure je sais pas, moi, je vais te dire, je viens de conneries, mais qui c'est qui monte sur les poteaux électriques, tu vois? C'est l'IA. Ouais, c'est le robot de Tesla, mais bon, c'est pas encore fait, ça, tu vois. Et après, voilà, c'est dans le cadre professionnel, quand même, il faut quand même une grande dose d'empathie. Et c'est pas vous. Et moi, j'ai changé d'approche et j'ai changé d'avis là par rapport aux personnes en surpoids, personnes obèses même, parce que j'ai peut-être 50% de ma clientèle qui a vraiment des gros problèmes de poids. Et en fait, c'est pas que la volonté, hein. C'est pas que la volonté. Quand tu creuses vraiment le sujet, que qu'est-ce que l'obésité, qu'est-ce que ça produit sur le corps métaboliquement parlant, c'est quoi les implications sur le cerveau, sur le microbiote intestinal, etc. Tout ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas que l'aspect de la volonté. Et même, tu vois, il y a des prédispositions, pas dans les prédispositions que je regarde un éclair au chocolat et puis je prends du poids. Ça, c'est pas tellement vrai. Donc, tu ne manges pas, c'est bon. Mais c'est plutôt sur le rapport à la nourriture et sur le rapport à l'addiction que provoque la nourriture. Il y a des personnes, manger, ce sera jamais une addiction. Ils auront d'autres addictions, ça peut être l'alcool, le sexe, le jeu, etc. Mais manger, ça ne sera pas leur truc. Et il y a des gens qui pètent un câble avec la nourriture industrielle. C'est hyper palatable, tu sais, et qui n'arrivent pas à se réfréner par rapport à ça. Donc vraiment, on n'est pas tous égaux là-dessus, tu vois, et c'est pas juste. Mais par contre, les choix que tu fais après pour sortir de cette décision-là, c'est 100% ta responsabilité. C'est pour ça que c'est pas tout. Voilà, j'ai changé. Avant, j'étais assez catégorique, tu sais. Je disais, ouais, quand tu as la volonté, etc. Et puis au final, j'ai quand même affiné, tu sais, ma perception du sujet, parce qu'effectivement, il y a des personnes, c'est même 10 fois plus dur pour eux que pour toi, quoi. Tu vois? Bien sûr. Oui, mais pourquoi? Parce que du coup, moi, je pense que j'ai le mindset que tu avais avant. C'est-à-dire que je suis un peu difficile dans le sens où on observe, comme je disais tout à l'heure, le phénomène d'épigénétique et c'est toi qui crées ton ADN. Donc, pourquoi toi, tu es balèze comme tu es, Pierre-Antoine? Parce que, en fait, ça fait des années et des années que tu t'entraînes, que tu modifies ton ADN, tu lui apprends à synthétiser du muscle, etc., etc., en dépit de toute prédisposition génétique, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu peux modifier ton ADN, alors dans ces cas-là, tu es à 98 responsable de ce que ton corps rend à un instant T. Donc, par contre, effectivement, si tu travailles avec des personnes comme ça, tu es obligé d'être empathique. Dire, surtout si c'est des femmes, je pense, d'après mon expérience en tout cas. Homme ou femme, hein. C'est pareil. Et je ne vais pas compléter sur ces points-là, parce que vous êtes bien plus expert que moi là-dessus, mais moi, par contre, sur la partie sociétale, c'est-à-dire ce que tu as le droit de critiquer, pas critiquer, shaming, pas shaming, machin, le truc, la phrase que j'aime bien, c'est, elle n'est pas de moi, mais c'est de dire que
il faut que dans une société, tu aies de la minorité, que tu aies une minorité qui soit différente. Il faut accepter les différences. Sinon, en fait, c'est quand même des États assez totalitaires, en fait, ou fascistes, en fait, où tu n'as pas le droit d'être différent, tu n'as pas le droit d'être homo, tu n'as pas le droit d'être gros, tu n'as pas le droit d'être plein de trucs. C'est assez invivable, en fait. C'est des sociétés qui ne tiennent pas sur le long terme parce que, de toute façon, la population, au bout d'un moment, on peut plus et c'est trop oppressant. Il faut qu'il y ait de la minorité, mais par contre, il ne faut pas porter cette minorité à devenir la majorité, quoi. Il ne faut pas les motiver, enfin, il ne faut pas qu'il y ait de communication qui donne envie, qui laisse penser que cette minorité, c'est la norme. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème peut-être qu'on a en France, c'est que on essaye pour lutter pour le droit des minorités, on essaye de faire en sorte de dire que être gros, c'est la normalité, être homo, c'est la normalité, etc. Et du coup, c'est pas forcément équilibré non plus, quoi. Donc la phrase que j'aime bien, c'est il faut qu'il y ait de la minorité, il faut protéger cette minorité-là, et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de harcèlement, pas de choses comme ça. Mais par contre, il ne faut pas en faire la norme, quoi. Et c'est peut-être ça qui parfois peut rendre un peu fou aujourd'hui en France, c'est que parfois, il y a quand même des trucs où on essaie de faire croire que c'est la norme alors que ça doit rester une minorité. Et voilà. Et par contre, on doit protéger cette minorité et pas les harceler. Il ne faut pas faire de harcèlement, pas être trop oppressant envers ces personnes-là, quoi. Après, la sexualité et état physique, je pense que c'est quand même bien différent, tu vois. Je pense que accepter une minorité, enfin, par la sexualité, on s'en fout. La sexualité, c'est peut-être à part, parce que un homosexuel, on voit s'il est en mauvaise ou en bonne santé, tu vois. S'il n'est pas obèse, il est en bonne santé. Finex, tu vois. Donc accepter une minorité en mauvaise santé, pour moi, c'est le début de la promotion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc effectivement, c'est peut-être un peu totalitaire, mais pour moi, regarde, c'est ce qui se passe au Japon. C'est ce qui se passe au Japon. Les mecs, ils sont à transition. Les mecs, t'es gros, t'es en dehors de la société. Ou alors t'es entre guillemets un dieu parce que tu progresses à haut niveau dans une discipline presque olympique. Ouais, non, mais ça, après, c'est autre chose. Et aussi, en fait, faut aussi, alors, sur un plan purement physiologique, c'est effectivement, quand tu es obèse, tu fournis l'environnement pour des futurs problèmes. Tu peux être obèse et entre guillemets en bonne santé maintenant, à l'instant T. Tu vas pas, quand on va regarder ton profil sanguin, bon ok, ça va à peu près, tu es à peu près dans les normes, mais tu poses les conditions pour de futurs problèmes. Et en fait, c'est le coût de l'obésité n'est pas le même à 20 ans qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50. Et à partir de 60 ans, tu vois quand même peu de personnes arriver avec un indice de masse corporelle, tu vois. Et aussi, ça aussi, c'est moi ce que je trouve triste, tu vois, c'est qu'il y a alors acceptation de son corps, aucun problème. Pas de souci, mais il faut prendre conscience aussi que être obèse ou être un petit peu chubby à 25 ans, ça n'a pas les mêmes conséquences que d'être à 45. À 25, tu veux être un petit peu, tu veux être un peu grassouillet, tu vas avoir 10 ou 15 kilos en trop parce que c'est ton critère de beauté à toi. Ok, très bien, feu. Tu vois. Mais si tu as la même condition à 50 ans, tu vas avoir des problèmes. Mais imagine-toi un mec qui fait du rugby, il est pilier, il fait 1m80, il fait 125 kilos. Muscle, hein, tu vois, c'est un gars qui fait international Bon, s'il arrive à 50 ans et qu'il a toujours le même physique, avec toujours les mêmes produits derrière, tu sais très bien que tu sais que c'est la recette pour quelque chose qui va vers le tragique. Tu vois? Et là où on ment, c'est que non, c'est que cet état-là, ça dépend fortement aussi de l'âge que tu as et de ton état de santé général aussi. Donc, il faut bien faire il faut bien faire la différence aussi. Voilà. Je vais me faire l'avocat du diable jusqu'au bout, les gars. Vu que vous êtes tous les deux coachs sportifs très attachés à la santé, du coup, je donne un peu de contre-argument aussi pour ce que c'est méga intéressant, je trouve. Qu'est-ce que vous faites des mecs qui disent, à la Depardieu, tu vois,
Genre, en fait, moi, je m'en fous de mourir vieux. Je cherche pas, parce nous, on est quand même dans une recherche de vivre vieux en bonne santé. Mais il y a des gens, tu sais, tu as plein de philosophes dans l'histoire ou plein d'artistes dans l'histoire qui qui ont toujours dit non, moi, je m'en fous. Je me drogue, je bouffe n'importe quoi, je suis alcoolique, etc. Et en fait, c'est un choix de vie. Vous répondez, est-ce que là-dessus, vous avez du coup un contre-argument? Je me fais vraiment l'avocat du diable, hein, mais je sais qu'il y a à la Depardieu, des gens qui te diront, mais moi, en fait, je m'en fous, je préfère vivre à 60 ans et bouffer n'importe quoi, droguer, picoler, etc. Et je cherche pas comme vous à être, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable. Sauf que Depardieu, tu vois, je doute que Depardieu, quand il soit malade, il se laisse mourir. Il va dans la meilleure clinique, prendre le meilleur médecin, faire le meilleur truc, parce qu'il est multimillionnaire. Il peut, s'il a des problèmes de rein à un moment donné, faire des dialyses, il n'y a aucun problème. S'il a des cancers, avoir la meilleure chimiothérapie du monde parce que tu vas dans la meilleure clinique, oui, tu vois, mais il ne se laisse pas mourir. Enfin, je doute que Gérard Depardieu, s'il est malade, donc je ne sais même pas si on peut citer son nom, mais c'est un gars comme ça, oui. Tu peux avoir ces excès-là. Tu ne vas pas te laisser mourir. Tu vas aller prendre les meilleurs médecins, tu vas aller prendre les meilleurs trucs. Donc, il y a aussi, à mon sens, il y a une petite, tu vois, de ces gens-là, tu t'en fous pas totalement, tu vois. Tu sais que quelque part, les conséquences, bon, tu as un bon médecin derrière, tu vois. Alors que, en plus, payé avec la sécu de la société, quoi. Bah, lui, je sais pas, lui, à mon avis, il ne se paye pas avec la sécu, tu vois. Mais ça, par contre, c'est une vraie question. C'est est-ce que les comportements, vas-y, c'est un podcast philosophie maintenant. C'est est-ce que est-ce que les comportements, et je prends tous les comportements à risque, hein, c'est est-ce que tous les comportements qui te mettent en mauvaise santé ou avec un danger potentiel doivent être supportés par le collectif. C'est une vraie question, tu vois. C'est est-ce qu'à un moment, je sais pas, là, tu parlais des IA, est-ce que tu n'auras pas un jour une IA dans ton frigo qui analyse à ton frigo, tu vois, et qui te fait augmenter ta performance. Dire, écoute, monsieur, là, non, c'est pas possible. Je vous ouvre pas le frigo. Le cholestérol qui est trop important. Ça sonne, c'est partout. Le saucisson, cet hiver, c'est mort. Tu vas bouffer de la laitue, quoi, tu vois. Ou alors là, ta police d'assurance, elle augmente. Non, mais on peut imaginer, tu vois. Tu parles. Si on suit un petit peu le raisonnement totalitaire, tu vois, tu peux avoir une IA qui veut ton bien et puis qui va te dire les mecs, fuck. Vous avez dépassé votre total calorique. Le frigo qui se ferme. Ça me tue. Tu sais, les cuisines sous IA. Ouais, cuisine sous IA, direct, tu vois, là, ton robot personnel, là. Vas-y, fais-moi une tartiflette. Non, vos dernières analyses sanguines, c'est pas bon. tu vas manger du bouillon, tu vois. Tu vas prendre du bouillon de légumes. Ouais, j'avoue, c'est un peu totalitaire quand même. Donc, c'est le débat de fond, hein, d'ailleurs. Le débat de fond, c'est quelle est la place. C'est un peu ça. Vraiment, on part loin, tu as raison, Pierre-Antoine, on part loin, mais le débat de fond, c'est ça, en fait. C'est quelle est la place aussi de ta liberté là-dedans, quoi. Est-ce que quelqu'un a la liberté de, justement, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, et à la fin, du coup, il le fait payer par la société, c'est pas bon non plus. Peut-être que, voilà, donc c'est un peu ça, c'est quelle est la place de l'État? Est-ce que l'État doit imposer? Est-ce que quelqu'un doit t'imposer ce que tu dois manger ou pas? C'est un peu ça aussi le débat, quoi. Il doit influencer. Il doit influencer. Ouais, il doit pas imposer, il doit influencer. Et ça, c'est le taf du gouvernement, tu vois. Pour moi. Hein. Donc, t'es pas obligé d'imposer, mais tu peux influencer. Et juste pour revenir sur Depardieu, après je te parler, Pierre-Antoine, je pense que ce genre de personnes qui ont un vécu, tu vois, qui ont un bon passé, je pense qu'après tout ce qu'il a fait pour la culture et le cinéma français, lui, il peut se permettre, tu vois. il peut se permettre de se faire plaisir. Lui, c'est pas la société qui paye ses soins. Lui, il a payé plus d'impôts que tout. Enfin, lui, il a payé, je crois, plus de. Vous avez débloqué le droit d'être gros. Tu vois, lui, ça va. Il a débloqué le truc. Son frigo, il lui dit, OK, c'est bon. Lui, c'est lui qui assure ses frais de santé, c'est lui qui assure le truc, tu vois. Mais tu as un film comme ça. Tu sais, c'est un film des années 90. Je sais pas si tu l'avais vu avec Stallone, la Demolition Man.
avec Wesley Snipes et puis Stallone. Ça vous dit rien? J'ai honte, j'ai pas vu, non. C'est en fait, c'est dans une société genre dystopique, tu sais, c'est en, je sais pas, en 2070, admettons, par là. Et en fait, il y a un policier, un criminel qui se font congeler, tu vois, c'est parce qu'ils ont. Ils rentrent en cryothérapie et il y a un bug et il y a il y a le criminel qui est relâché. Donc, le seul moyen pour arrêter ce criminel à l'ancienne, tu vois, qui ne respecte pas les règles et qui ne respecte rien et tout, c'est de faire décongeler donc Sylvester Stallone, tu vois. Et en fait, c'est une société où, en gros, tout le monde est androgyne, métrosexuel, bisexuel, obèse, qui portent tous des petits boubous et genre, il y a tout qui est interdit, tu vois. Tu peux pas dire de gros mots. Genre, les relations physiques, sexuelles physiques, c'est pas autorisé. Tu dois mettre un casque, être dans le métaverse, tu vois, et puis tu fais l'amour avec l'autre dans le métavers, tu vois, mais les relations physiques sont interdites. C'est un des meilleurs films d'anticipation, tu vois, mais c'est un navet le truc, hein. C'est pas un, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas un grand film, mais c'est très actuel et avec pouvoir, genre, c'est absolument à voir. Mais pour rebondir sur le sujet du libre choix, etc. Bah, si on peut poser la question, tu vois, de dire est-ce qu'un fumeur ou est-ce qu'un alcoolique, est-ce qu'il doit faire supporter les frais de ses traitements, de son cancer du poumon ou le frais de truc à la société. Ça reste débattable aussi, tu vois. Il faut une certaine liberté, mais en même temps, tu peux pas non plus, tu vois. Et puis, Tu peux avoir un système de notation à la chinoise, tu sais, un petit peu, où ouais, mais là, on rentre dans des trucs. Un crédit. Là-bas, on rentre dans du totalitarisme, mais tu as les crédits sociaux un petit peu. C'est quoi le juste milieu, tu vois? C'est quoi le juste milieu? Et puis en plus, c'est que maintenant, c'est le juste milieu, c'est que les polices d'assurance, elles vont monter, mais ça va être stratosphérique. C'est-à-dire, le coût de la santé, ça va. Et c'est là où le coaching sportif, le coach sportif, et le coach sportif, ce sera même plus le sport, ce sera un suivi. Enfin, je pense que c'est déjà ce qu'on fait. Enfin, ceux qui ont compris le fond, c'est un suivi holistique, tu sais, c'est un suivi à 360 degrés qui ne prend pas en compte que le sport, mais qui va prendre en compte, enfin moi, tu vois, avec mes clientes, moi, alors, je ne gère pas toute leur diète non plus, mais on a ensemble, on a mis un cadre. Je leur ai dit, voilà, dans ce cadre-là, je t'ai mis un cadre et c'est toi qui vas dessiner ta propre réalité, ton propre, ta propre diète, tes propres repas, ton propre rythme. C'est à toi, c'est à personne d'autre, mais c'est à toi de le faire, tu vois. Et on a ce suivi-là qui va être, à mon avis, qui va prendre le rôle, tu sais, du médecin de famille chinois. Tu vois, les Chinois, le médecin, il est fait pour garder les gens en bonne santé. Et quand les gens sont malades, enfin, alors je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est ce qui est raconté, tu vois, que quand le médecin, il a ce rôle de prévention, garder les gens en bonne santé. Est-ce que le futur coach sportif de 2030, 2035, 2040, est-ce que ce ne sera pas ça? Garder les gens en bonne santé, tu vois, et est-ce qu'on pourra même l'appeler coach sportif encore, tu vois? Est-ce que ce ne sera pas Et l'État financera ça en plus, je pense. Enfin, à terme, c'est la vocation, je pense, comme tu disais, Kevin, de l'État à terme de rembourser ou au moins une partie d'une prestation de coaching sportif. D'ailleurs, j'ai vu que l'État là a fait passer, tu as le droit maintenant, je crois, à une séance de psy par mois. Qu'on peut critiquer ou pas, hein, ça dépend, voilà, le point de vue et si on trouve que les psys font du job intéressant aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense qu'à terme, le coaching sportif, il faut que ça se dirige vers ça aussi, hein. Quitte à payer des millions d'impôts, que ça serve à de la prévention plutôt qu'à de la médicamentation tout le temps, ce serait vraiment top, je pense. Absolument, ouais. Mais ouais. Là où c'est un vrai challenge, c'est que de toute façon,
à un moment, tu n'auras plus la possibilité d'être en mauvaise santé presque. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que ça va coûter tellement cher d'être en mauvaise santé, que ce soit financièrement ou que ce soit même au niveau de ton taf. Parce qu'actuellement, on est encore dans le modèle du CDI, même si ça va, à mon avis, ça va disparaître peu à peu. Mais on a quand même une certaine sécurité maintenant. Bah, imagine-toi, si jamais d'ici 10 ans, 10-15 ans, le modèle change, qu'il n'y a plus le CDI, si on peut te virer comme ça, si tu es malade. Ah bah ouais, monsieur, bah, en plus, tu ne peux pas te soigner, en plus, tu perds ton taf. Tu vois, donc la santé, en plus, honnêtement, aller marcher, ça ne coûte rien. Faire d'exercice physique, tu as des parcs pour ça, ça ne coûte rien non plus, tu vois. Après, ce qu'on a dit, c'est que c'est le conseil qui va coûter cher. Et c'est là où la vue d'ensemble est, à mon avis, très importante. C'est parce que être capable de prendre en compte le caractère d'une personne, sa vie, comment elle travaille, si elle a des enfants, son quotidien, et avoir vraiment un plan qui est adapté pour elle, que tu peux changer en temps réel en fonction de si la personne se sent bien, si elle se sent pas bien, est-ce qu'elle a dormi la veille ou pas. C'est une compétence. Et je pense qu'on va vers ça. C'est clair. Alors, on n'a pas fini d'être utile, nous, co-sportifs. Ouais, en tout cas, qu'on a toujours devant nous. Bon, les gars, je vais devoir y aller. Yes. Je pense que... Ouais, moi aussi, j'ai faim. Ouais, bah, parfait. C'était un bon débat philosophique et santé. Donc, impeccable. Très bon épisode, je pense. Merci, Pierre-Antoine, d'avoir été là encore avec nous aujourd'hui. C'était toujours plaisir, moi, les gars. Vous savez, je suis bien pour papoter de temps en temps, comme ça. Ça me change un peu de mon quotidien aussi, donc c'est cool. Il y en a qui papotent autour d'une bière et il y en a qui papotent autour d'un podcast. Je te laisse deviner lequel est le plus productif. Et lequel est ton meilleure santé, lequel crée de la richesse. Et le plus beau. Mecs. Et le plus beau aussi. C'est le plus beau. C'est important aussi, oui. Une fin de podcast pleine de modestie, on adore, les gars. Voilà. Ça marche. Bon, bonne soirée, salut, les gars. gars. Antoine, t'es bienvenu encore pour un prochain épisode. Portez-vous bien, et puis bonne soirée. Bah, je sais que c'est le soir pour vous, moi c'est encore l'après-midi. Exactement. Bonne fin de journée alors. Merci. Salut les gars. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.